In honor of Donald Trump's amazing comeback election victory to become our 47th president, Bond Arms is introducing an impressive new handgun, the Living Legend DT-47. Find out how you can save $100 on the new DT-47 from Bond Arms. Take advantage of the Bond Arms 30th Anniversary Summer Special. Buy any Bond Arms handgun and get up to a $50 gift card. Go to getbondarms.com. That's getbondarms.com. Wow, hein? Ça apprécie. Hey. Du gros. Hey, tu m'entends bien, Tommy? Oh, oui, tout va bien. Perfect. Hey, non, écoute, je vous ai mis. J'étais aux États-Unis 2 fois cette année, puis comme dans l'hôtel, là, j'écoutais la télé souvent, là, puis tu avais des affaires de même, là, puis je me suis dit, faut que j'amène un échantillon au Mercronspi, là, c'est comme... Non, c'est pas une Tu sais, parodie, c'est un vrai gun qui est en vente pas vrai. Oui, non, c'est ça, c'est une pub à télé, là. Tu peux commander ce gun-là. Ouais. C'est en Floride, là. Il est 575 en spécial, le 100$ à la place de 675, un prix de relâchement sur le monde, là, c'est... Tabarnak, hein, ça va bien, ça va bien. C'était quelque chose. Puis, tu sais, un truc la dernière fois, je suis allé sur le mois d'octobre, là, puis ça me frappait à quel point, puis je trouve ça cool, là, les Canadiens boycottent les États-Unis et les Européens aussi, parce que partout où j'allais, le monde me disait, tu sais, comme où sont les touristes, puis ils étaient full gentils avec nous, là, comme, ah, on s'excuse, on n'a pas voté pour lui. Ouais. Tu sais. C'est ça. Allez, gars. Fait que, ouais, c'est ça. Tu m'as demandé, Tommy, ça fait longtemps que tu m'as demandé, là, tu voulais un genre de résumé de c'est quoi ça le projet 2025? Ben oui. Puis c'est dans la tradition qu'on a tout le temps fait au mois de novembre, là, mais Jason Selected, ça a tout le temps été sur la politique américaine. Fait que je me suis dit, on va continuer la tradition. L'année passée, c'était la journée des élections. L'année d'avant, on avait fait une autre affaire, whatever. Fait que c'est ça. Fait que je me suis dit, regarde, on va se lancer. C'est quoi le projet de 2025? Bon, je vais nous le résumer rapidement, puis après ça, on va rentrer dans les détails, là. J'aimerais que tu vas à la slide suivante, s'il te plaît. Fait qu'on a ici un tweet. Ça, c'est en juillet 2024, là, puis on se met dans le contexte de l'époque, là. En juillet 2024, la première semaine, là, tout ce que ça parlait aux nouvelles, c'était Joe Biden est rendu trop sénile, qu'est-ce qu'on va faire? T'sais, on est avant que Kamala Harris arrive en sauveur. Hein. Puis, tu sais, c'était pas il y avait eu le débat à la fin juin. Là. Ouais, il s'était fait torcher Biden. C'était un peu comme la panique, là. Tu sais, comme, oh my God, Trump va gagner l'élection. Ouais. Et puis là, le monde avait commencé à se poser la question. Il y a des trucs des gens autour de Donald Trump qui poussent un truc qui s'appelle le projet 2025. La Héritage le projet Fondation. 2025, comment? Héritage Fondation. Ben, c'est pas juste Héritage Fondation. En fait, on va le voir un petit peu plus loin. C'est une coalition de plusieurs lobbies. J'ai la misère avec mon son. OK. Donc, ouais, c'est ça. Fait que là, puis là, au début, ben, Trump, il est wise, il niait. Là, ce qu'on voit, c'est, tu vois, il dit, je ne connais rien à propos du projet 2025. J'ai aucune idée qui sont en arrière. Je suis en désaccord avec certaines choses qu'ils disent. Et certaines de ces choses-là me semblent ridicules et abysmales. Je leur souhaite du bonheur, blablabla. Tu sais, comme je nie ce qui est en train de se passer. Ouais, c'est ça. Il n'est pas au courant, là. C'est full Montgomery, là. Nous autres, au Québec, on va être au courant. Ouais, c'est ça. Tu sais, on a déjà vu ça. Puis, c'était habile des démocrates de lever le flag, là, puis de dire, regarde, là, il y a cette gang de conseillers autour de Trump qui veulent lui proposer une feuille de route pour une fois qu'il va être au pouvoir, pour faire des réformes radicales d'extrême droite. Parce que la première fois, il a gagné, c'était un petit peu une surprise, mais là, ils veulent en profiter. Oui, là, on est préparé. On va l'avoir. Moi, ce que je veux vous montrer ce soir, c'est que c'est pas la première fois que quelque chose de même arrive, notamment de l'Heritage Foundation. C'est pour ça que mon logo, c'est la cloche. Hein, c'est la cloche de l'Heritage Foundation. Je vais en parler un petit peu plus loin. Mais c'est une bonne... Je trouve que le projet 2025, c'est surtout un bon screenshot de comment ça fonctionne, la politique américaine autour des présidences. Et
sais, comme, je trouve que c'est un excellent exemple. C'est pour ça que je voulais faire un show basé autour de ça. Puis là, tu sais, là, Trump, il nie. Puis là, nos médias sont tout le temps comme décevants. Hein. Si tu passes à la slide suivante, ben, tu sais, plutôt que de fouiller plus qu'il faut, il y en a qui l'ont fait, là, mais t'en as beaucoup qui ont embarqué dans le boat, là. On a ici un article de septembre 2014. Hein. Harris répète que le projet 2025, c'est le plan de Trump. C'est pas vrai. Les démocrates ont essayé de lier l'ancien président Donald Trump avec le projet 2025 dans les derniers mois. Euh, Harris a décrit le projet 2025 comme étant un plan détaillé et dangereux que Trump voudrait implémenter. Tu sais, Trump a affirmé qu'il n'y a rien à voir avec le projet 2025. Puis ça, moi, je me rappelle, ça, c'est il y a un petit peu plus qu'un an, là. Puis je me rappelle, je voyais des affaires de même, là. Je vous ai mis un exemple là, mais il y en avait plusieurs de d'autres médias. Ça, c'est le USA Today. Ça me mettait vraiment en crise. Parce que comme, c'était comme, tu sais, juste là, il y avait des journalistes qui faisaient leur job, qui sont allés voir. Ouais. Puis comme, c'était pas un petit peu, là. C'était pas un petit peu, puis c'est exactement ce que je veux vous montrer. C'est vraiment la gang autour de Trump. Euh, Si tu sautes au numéro 7, fait que Trump a été élu, puis tout de suite, il s'est mis à implémenter cette affaire-là, tu sais, le projet de Ouais, par 2025. accident, Là, là. Par accident, par accident, non, c'était très bien préparé. Tu vois, ça date là, il y a un mois et demi, le 2 octobre 2025, hein, dans le fond, un an plus tard. J'ai un meeting aujourd'hui avec Roosevelt du projet 2025 pour déterminer lequel des agences démocrates, en fait, ce qui veut dire, c'est les agences du gouvernement, mais les autres, ils disent ça, les agences démocrates, qui sont la plupart des scams, hein, des arnaques. Il va me recommander lesquels je dois couper, lesquels ça doit être temporaire ou permanent. Je peux pas croire que les radicaux de gauche démocrates m'ont donné cette opportunité sans précédent. Ils sont vraiment stupides. Mais peut-être que c'est leur façon là, de faire Make America Great Again. En faisant C'est ce que comme je veux. c'est Puis ça, c'était à l'époque qu'il y avait le shutdown du gouvernement. Avec là, Trump, il disait, moi, utiliser leur shutdown, tandis que c'était le sien Ouais. pour aller, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, on va aller voir c'est quoi là. C'est quoi ça le projet 2025? Envoyez-nous ça à va à la 9, s'il te plaît. Oh shit, hein? Oui. Fait que ça, c'est un article que je vous recommande si vous googlez 70% of Trump Cabinet Project 2025. J'adore ça, là, 70%. Ouais, si quelqu'un veut aller le chercher puis le dropper dans le chatroom, ça serait vraiment cool. Puis là, là, tu pourras pas, toi, Tommy, sur ta plateforme, là, mais vous pouvez zoomer, aller cliquer chaque personne puis voir en détail. Dans le fond, c'est tous les membres du cabinet Trump, tu sais, qui a nommé, puis c'est quoi leur lien par rapport au projet 2025. C'est de où ils viennent par rapport à ça, où est-ce qu'ils se positionnent. Puis dans le fond, ce travail de journaliste-là a conclu que 70% des gens qu'il a nommés avaient travaillé de proche ou de loin avec ce fameux projet 2025. C'est quoi ça, le projet 2025? Mais si tu remarques en bas à droite, là, on voit une espèce de cercle comment je pourrais dire ça? Des logos d'entreprise, là, tu vois, en bas à droite, là. Ben, c'est que c'est pas juste, là, tu as mentionné le Heritage Foundation. Le Heritage Foundation est pas mal, je dirais, la locomotive. Mais, grosso modo, si tu nous passes à la slide suivante, on va zoomer là-dessus. C'est une coalition de groupes, des lobbies, des groupes de lobby, des think tanks. C'est ça, c'est tous des think tanks qui sont regroupés autour de ce truc-là qu'ils ont appelé le Project 2025. Fait que là, tu sais, ça a des noms comme ALEC, Center for Renewing America, American Corner Sheet Institute, CPI, Texas Public Policy. Tu sais, on aurait pu faire un show sur chacun, là. Mm-hmm. Ça serait trop long. Fait que moi, je veux me concentrer sur le plus important de ceux-là, qui est celui qu'on voit en bas à gauche avec la cloche, qui est le Heritage Foundation. Puis, vous allez voir, comme j'ai dit, là, ce que je veux faire, c'est un genre de screenshot sur la politique américaine, comme un exemple.
Puis moi, tu sais, Tommy, j'aime ça reculer dans le temps. Fait que c'est exactement ça qu'on va faire. Le Heritage Foundation sont dans le décor depuis les années 70, depuis Nixon, en fait. Et ils ont eu beaucoup d'influence sur plein d'affaires qui s'est passé dans l'histoire des États-Unis. Et là, ils sont de retour avec Trump. C'est ça qu'on va voir. Là. C'est leur moment de gloire, comment je pourrais dire ça. Oui, ils sont revenus fort avec ça. Là, Ils oui. sont revenus vraiment fort avec ça. Fait que si tu passes à la suivante, hein, leur logo, comme j'ai mentionné, C'est-tu faux c'est en une commençant cloche. de les associer à quelque chose de éminemment chrétien? Là? On est avec Jésus. Là. Absolument. Non, non, OK. on est dans le conservatisme évangélique, républicain. Et là, présentement, je te dirais même là, qu'il y a une espèce de guerre de croûte à l'intérieur même du Heritage Foundation Ouais, par entre rapport à les... l'Ukraine. Non, ben oui, mais aussi surtout, en fait, c'est surtout les gros hippers. Fait que ça, c'est la gang à Tucker Carlson puis Nick Fuentes. Je voulais en parler un petit peu plus loin, là, mais je vais le Attends un peu, mentionner tout de les suite comme ça. Gripers, c'est la gang de Nick La gang de Fuentes. néo-nazis là, De de Nick Nick Fuentes, Fuentes. là, les sièges un seul. Mais pourquoi Tucker Carlson Ouais. il est rendu associé avec Nick Fuentes? Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé? What the fuck? Garde ça comme dessert. Ah J'ai ouais, une slide ouais. là-dessus plus loin. J'ai une slide là-dessus plus loin. Là, je veux juste y aller historiquement. Le Heritage Foundation, hein, c'est la cloche, leur logo de la cloche, là, c'est la cloche de la liberté. Puis ça, si vous êtes un peu familier avec, j'appellerais ça la mythologie politique américaine, hein, c'est vraiment le système politique américain, il y a une espèce de mythologie autour. Là. On pense les pères fondateurs, la Constitution, qui est une espèce de texte sacré. Puis tu as un de ces éléments-là, c'est la cloche, qui est ce qu'eux appellent la cloche de la liberté, qui est une vraie cloche qui existe. Si vous allez à Philadelphie, vous allez pouvoir la voir. C'était, tu sais, Philadelphie, c'est une des plus vieilles villes aux États-Unis. Là. Ça date les fameuses 13 colonies. Ça servait à, quand ils voulaient faire des assemblées de citoyens, ils faisaient sonner la cloche. Puis, selon cette mythologie-là, elle aurait été sonnée pour faire la proclamation de l'indépendance. Là, tu as plein de mythes autour de ça, mais le Heritage Foundation, dans le fond, là, pourquoi ils ont pris ça comme logo, c'est qu'ils se réclament, dans le fond, là, nous, là, ce qu'on a, là, c'est, mettons, le projet des États-Unis, là. Ouais. Qu'est-ce que George Washington Nous sa autres, gang voulait on faire, a le playbook original, là. C'était ça que c'était on supposé s'inscrit être. là-dedans, là. On s'inscrit Ouais. là-dedans. Fait que si tu nous passes à la suivante, on va aller voir, là, les origines, puis là, vous allez voir, là, tu sais, Tommy, j'aime bien, là, quand on dit, là, l'histoire se répète, puis la deuxième fois, c'est une farce, là. Ouais, ok. Je l'avais jamais Ok, fait entendu, mais je trouve ça ah, de t'avais l'allure. jamais entendu ça? En tout cas, Non, non. c'est l'histoire se répète la première fois comme une tragédie, la deuxième fois comme une Ah, ça farce. se tient, ça. Là, on va aller voir les années 70, puis tu vas voir, là, ça ressemble beaucoup à maintenant. Fait que l'individu que vous voyez à l'écran, c'est Lewis Franklin Powell. Lewis Franklin Powell, c'est là la photo que vous voyez, c'est quand il était un juge de la Cour suprême, nommé par Nixon, hein, le président Nixon. Fait que je Le vais vous préféré faire de le tous. résumé. Le préféré de tous. Regarde, le 23 août 1971, avant d'accepter sa nomination par Nixon à la Cour suprême, Lewis Franklin Powell fut chargé par le président de la Chambre de commerce américaine de rédiger une note confidentielle pour eux, intitulée Attack on the American Free Enterprise System, c'est-à-dire un plan visant à permettre aux intérêts commerciaux conservateurs de reprendre le contrôle du narratif. Parce que, tu sais, on est dans les années 60, là, la contre-culture, les Ben hippies, oui. ces choses-là. Les gens commencent à Les avoir une mouvements certaine... sociaux aussi, dégueulasse. Ouais. Fait que là, la Chambre de commerce américaine s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment qu'on peut se positionner? Puis ça, puis tu avais plusieurs militants là-dedans, plusieurs hommes d'affaires d'allégeance conservateur, notamment Lewis Franklin Powell. Gars, je vais continuer. Ce document était en réaction aux travaux du militant Ralph Nader. Vous avez peut-être déjà entendu parler de lui. Oui. Ralph Nader, il avait fait une enquête, comme un genre de journaliste citoyen, mais tu sais, un vrai, là, pas nos journalistes citoyens ici au Mercronspi. Il avait fait une enquête sur General Motors en 1965, puis ce qu'il avait démontré, là, c'est que l'industrie automobile était prête, General Motors dans ce cas-ci, était prêt à faire beaucoup de shortcuts pour sauver de l'argent plutôt que, puis ça entraînait des morts, des choses comme ça. Là je pourrais, vous irez googler si ça vous intéresse, là, mais Ralph Nader est surtout connu
pour son travail qu'il a fait à propos du milieu automobile dans les années 60. C'est pas pour rien qu'il y a vraiment moins de morts sur nos routes en 2025 que dans les années 60. C'est même pas comparable. Parce que justement, là, les voitures ont été. Pas les voitures, mais les entreprises automobiles ont été forcées d'appliquer des règlements sur la sécurité. T'sais. Fait qu'en réaction à ça, là, cette gang-là, ils ont fait comme wow, minute, là, wow. Fait que tu vois, Powell, notre ami ici, il voyait une atteinte au pouvoir des entreprises privées et un pas vers le socialisme. Son expérience en tant qu'avocat d'affaires, et check ça, tu vas rire, Tommy, est membre du conseil d'administration de Philip Morris, ça c'est les cigarettes. Les cigarettes, ben oui. Oui, c'est là-dedans qu'il était. A fait de lui un fervent défenseur de l'industrie du tabac. Il s'opposa farouchement aux preuves scientifiques de plus en plus nombreuses liant le tabagisme au décès par cancer. Il a soutenu sans succès que les droits des compagnies du tabac, au titre du premier amendement, étaient bafoués lorsque les médias ne prêtaient pas crédit aux dénégations de l'industrie concernant le lien avec le cancer. C'est ça, le Tommy. Là. Ça, la dernière phrase, c'est vraiment... Toi, au Mercronspi, c'est ça que tu étudies vraiment. Ben oui, c'est le both-sidism qui a amené le tout le reste. Le both-sidisme, le conspirationniste a autant de valeur que le discours scientifique. C'est ça. Vaut mieux de la mauvaise information que pas d'information, pas tout. On est exactement là-dedans. On passe à la suivante. On continue là-dessus. Tu vas voir, là, on va arriver à la Heritage Foundation. La Heritage Foundation est l'avorton de cette affaire-là. Là. Tu vois, sa note appelait les entreprises américaines à devenir plus agressives dans sa façon de se défendre face au gouvernement. Powell préconisait une surveillance constante du contenu des manuels scolaires et des émissions de télé, ainsi qu'une purge des éléments de gauche. Powell exhortait les conservateurs à entreprendre un programme soutenu de mobilisation médiatique, notamment en finançant des universitaires, en publiant des livres, des articles, des magazines populaires et des revues scientifiques et dans le fond, là, influencer l'opinion publique. Bien qu'écrite confidentiellement pour le président de la Chambre de commerce, la note fut découverte par Jack Anderson, qui était chroniqueur au Washington Post, qui en révéla le contenu un an plus tard. Le mémorandum Powell a servi de modèle à la formation d'un réseau de groupes de réflexion et d'organisations de lobbying influents de droite, tels que le Business Roundtable, le Heritage Foundation, le Cato Institute, le Manhattan Institute, l'American Legislative Exchange Council, mieux connu sous le nom de ALEC. ALEC puis Heritage Foundation sont deux des gros morceaux là, du projet 2025 qu'on voit ce soir. Là. Ça existe encore de nos jours. Ben, toute cette gang-là existe encore, là, mais dans l'orbite de Trump, là, tu retrouves ALEC puis Heritage Foundation. Donc, tu vois, il a incité la Chambre de commerce américaine à s'engager davantage sur le plan politique. Le professeur David Hervey de la CUNY, la Columbia University, attribue la montée du néolibéralisme aux États-Unis à ce mémorandum. Ça, c'est un texte, là. C'est comme un texte fondateur de la sauce qu'on a. De la sauce néolibérale, les promesses de croissance éternelle. Que tu dénonces le néolibéralisme, ces choses-là. Là. C'est un peu un des points de départ dans la version qu'on a de nos jours. Je te passe le micro si tu veux commenter là-dessus, sinon on va continuer à avancer. Ça file... Je veux dire, c'est le fun quand il y a des liens qui se bookent de même, là, de savoir que cet art-là, qui est la base de la Heritage Foundation, soit la base de quelqu'un qui est là par les cigarettiers et d'autres affaires de même. Je trouve ça tout se lie un peu. Là, la bullshit a un thread commun, genre. Là. Ouais, puis je trouve que ça ressent. C'est un beau miroir sur notre époque, je trouve. Oui, effectivement. Vraiment, là, c'est vraiment ça. Puis tout peut partir d'une affaire. Là. Nous, au Québec, on a eu la Révolution tranquille qui est partie à cause d'un pamphlet. Ouais. Puis eux autres, ben, ils se l'ont créé eux aussi. Il faudrait en écrire un de notre bord. Là. Je sais pas. À chaque année, il y en a. Ouais. Ça lève pas tout le temps. On passe à la suivante. Fait que là lui, il fait son mémorandum, Powell. Puis là, après ça, il se fait nommer à la Cour suprême. Fait qu'il, dans le fond, puis là, tu sais, tu te dis, ce gars-là, avec tout ce qu'on vient de dire, se ramasse à la Cour suprême. Puis là, je diverge, là, mais comme, tu sais, il a été dans beaucoup de règlements en faveur des corporations, surtout à l'ère Reagan. Là, Powell a été très, très, très déterminant. Mais là, tu as trois individus ici qui, eux, vont prendre ce texte-là, ils vont le voir,
Puis ils vont dire, ouais, c'est exactement ça qu'on va faire. Puis ça, dans le fond, c'est les 3 fondateurs de la Heritage Foundation. Fait que tu as Paul Michael Weirich, qui était un activiste, là, un militant conservateur. Puis lui, il était comme dans plein d'affaires. C'était un peu comme le côté PR là, de la patente. Là. Il y avait beaucoup à la télé. Là. Tu vois, National Empowerment Television, American Legislative Exchange Council, ça c'est ALEC. C'est lui notamment qui a fait le fameux terme, je sais pas si tu as déjà entendu ça, Tommy, là, c'était bien à la mode dans les discours politiques des années 70, la majorité morale. The moral majority. C'est pas payé ça, non, ça me dit rien. La majorité morale, c'est que, bon, tu sais, comme ça, c'est en réaction là, à la contre-culture. Là, oui, les hippies, là, les beatniks. Ouais, c'est l'émancipation des mœurs, ces choses-là. Ouais. Mais, tu sais, lui disait, ouais, mais tu sais, c'est pas la majorité, c'est juste une petite minorité bruyante, là, tu sais, comme c'est nous qui savons, là. T'avais le complément à droite, je me garde lui du milieu comme dessert, parce que je trouve ça trop drôle. Edward John Fulder Jr., lui, dans le fond, c'est un peu plus le gars qui avait le gars des backrooms. Il va être, en fait, il va devenir le président du Heritage Foundation de 77, quand c'est créé, jusqu'en 2013. Puis là, il va prendre un petit break, il va revenir à l'époque de Trump, de son premier mandat. Lui, il est vraiment décrit comme étant le gars qui avait plus l'aspect marketing. Il faut qu'on arrête d'être dans des tours d'ivoire. Il faut qu'on fait des affaires punchées. Comme un peu là, comme que les travailleurs avec peu d'éducation vont bien comprendre ce qu'on essaie de leur faire croire. Parce que lui, ce qu'il déplorait, en fait, c'est qu'avant ça, les mouvements conservateurs, c'était trop théorique. Là, lui, on veut de l'action plus. Puis, celui qui va amener le cash, ça prend tout le temps un bagman dans une organisation. Fait que c'est pour ça que c'est les 3. Là. C'est lui qui est au milieu, Joseph Coors Sr. C'est le petit-fils du gars qui a fait la bière Coors. Tu sais, la bière Coors, là, que sa seule qualité, c'est que quand tu la mets au frigo, elle vient frette, là. Oui. Ben oui. Fait que là, lui c'est ça. Fait que lui est arrivé, puis il était... son frère... Moi, je trouve ça vraiment drôle. Si vous irez lire son Wikipédia, là. Son frère a dit de lui que Joseph Coors, il est à droite de Attila le 1. On va dire à quel point le gars est à droite, là. Puis bon, c'est ça. Fait qu'il a fait le Kickstarter money pour la fondation. Puis là, cette patente-là s'est mise en marche. Fait que dans le fond, c'est quoi la fondation Heritage? C'est une gang de dudes blancs, conservateurs, extrémistes, qui ils s'installent à Washington, dans la capitale américaine. Puis là, ils se mettent à analyser, dans le fond, les projets de loi, les débats à la télé, dans les journaux, les radios. Puis ils se disent qu'est-ce qu'on peut faire pour envoyer ça dans la direction qu'on veut. Puis plaire à ceux qui vont, dans le fond, financer notre fondation. Souvent les entreprises. Vas-y, Tommy. Jésus, entre autres, oui, bien sûr. C'est très, très, très chrétien. Surtout le We're Rich qu'on voit à gauche. Fait que là, on va aller voir leur plus grande réalisation dans les dernières années. Là, avant qu'on arrive à Trump, là, je veux passer rapidement là-dessus. Si tu passes à la prochaine, tu vas voir, quand je dis le déjà vu, là. Fait que leur première grosse action, c'est en 81. Fait que là, en 1980, hein. Merci. C'est que j'haïs ce son-là. Là. Ça me fait sciller des dents à chaque fois. Oui, tu reconnaîtras, Tommy, en haut, hein, c'est le macaron. Je voulais te faire plaisir. Tu vas voir, il y a plein de macarons dans le show de ce soir. C'est comme mon concept. Fait que ça, c'est le macaron électoral de Reagan, sa première fois en 1980. Hein? Et peux-tu nous lire son slogan? En janvier 81, Let's make America... le slogan sur le macaron. Let's make America great again. C'est MAGA. MAGA. Les gens qui pensent que c'est Trump qui a inventé ce concept-là, Trump, il a checké qu'est-ce qui a marché pour le Parti républicain avant. Reagan en 80, Make America Great Again. La seule différence, c'est que Reagan est un petit peu plus littéraire. C'est Let's Make America Great Again. Ouais. Trump, il a enlevé le Let's. Lis-nous le texte juste en dessous. Le texte juste en dessous, en janvier 81, la Heritage Foundation publia Mandate for Leadership, un rapport exhaustif visant à réduire la taille du gouvernement fédéral avec 2000 recommandations spécifiques invitant à utiliser le gouvernement fédéral pour promouvoir des politiques conservatrices. Le rapport fut bien accueilli par la Maison-Blanche et plusieurs de ses auteurs intégrèrent
Par la suite, l'administration Reagan, ce dernier donna un exemplaire à chaque membre de son cabinet. Environ 60% des 2000 propositions de la Heritage Foundation furent mises en œuvre ou initiées avant la fin de la première année de sa présidence. Ça fait longtemps qu'ils ont la main dans le pudding. Puis je veux mentionner à ce moment-ci, Jason, parce que j'ai un petit flash. Moi, je sais que tous les guerriers de la liberté qui sont patriotes jusqu'à la moelle, puis qui se battent pour la souveraineté de leur pays, tous ces patriotes-là qui veulent pas laisser des mondialistes à l'ONU, qui sont du monde pas élu, décider des politiques qui vont implaquer leur vie. Puis tu sais, l'ONU, ce que ça a comme pouvoir, c'est d'émettre des suggestions, des recommandations. Tandis que là, t'as la gang de sycophantes qui s'en vont pousser des affaires, puis un agenda, des sycophantes milliardaires qui s'en vont pousser des agendas à des politiciens élus. Écoute, mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est la démocratie. Ça, on se bat contre les non-élus qui décident de nos vies, sauf Jésus. Jésus. OK. Tu vois, là, je t'ai mis un petit screenshot de chaque côté. Mandate for Leadership, c'est la page couverture. Tu sais, je te disais tantôt que Project 2025, on a déjà vu ça dans l'histoire. Ça, c'est exactement la même affaire. Fait que le Heritage Foundation, ils font cette espèce de livret là, de catéchisme, de recommandations. Ils le font approuver par Reagan. Reagan est tellement impressionné qu'il en donne une copie à chacune des personnes à la Maison-Blanche qui travaillent avec lui. Et il va appliquer 60% de ce qui est mentionné dans ce livre-là. Mandate for Leadership, là, retenez ça. Vous allez voir, ce mot-là va revenir. Retenez ça, là, le Mandate for Leadership. Passe à la suivante si tu n'as pas de questions. Fait que, après ça, là, on a une petite accalmie dans la deuxième moitié des années 80. Parce que, tu sais, comme on s'entend, là, le Reaganisme, c'est vraiment, sont à leur apex, là, l'Heritage Foundation. Là, il se passe exactement ce qu'on voulait qu'il se passe. Là, les démocrates, malheureusement pour eux, gagnent en 93. Hein, je vous ai mis ici le macaron Clinton-Gore, New Leadership. Fait que la Heritage Foundation, ils vont pas comme. C'est pas parce qu'ils ont perdu l'élection, là, que leur candidat a perdu l'élection, qu'ils vont s'asseoir sur leur stake. Fait qu'en 93, Heritage s'est opposé au plan de santé de Clinton qui a été rejeté par le Sénat américain l'année suivante. Lors des élections législatives, les républicains ont pris le contrôle de la Chambre des représentants et Newt Gingrich a été élu président de la Chambre en janvier 95, principalement grâce à une campagne électorale menée sous le thème The Contract with America, dont plusieurs des propositions provenaient de la Heritage Foundation. Puis à cette époque, fait que là, Newt Gingrich, là, retenez ce nom-là, il est plus vraiment important en 2025, là. Mais si vous voulez il était big en crise des années 90, par contre. Dans les années 90, c'était vraiment big, puis je te dirais que c'est un peu comme le précurseur là, du MAGA à la Trump qu'on connaît, là. C'est vraiment là, tu sais, que Fox News a commencé. Tu sais, c'est vraiment là qu'ils ont... Certains disent, bon, c'est Barry Goldwater dans les années 60, puis Reagan un peu, là. Okay. Mais vraiment, Newt Gingrich, là, c'était une autre catégorie. C'était vraiment comme... C'était la grosse démagogie puis tout. Puis tu vois, la Heritage Foundation, ils avaient publié notamment le Index of Leading Cultural Indicators. C'est une publication de la fondation qui démontre comment la criminalité, les naissances hors mariage, les divorces, les suicides chez les adolescents, la consommation de drogue et 14 autres indicateurs sociaux se sont aggravés depuis les années 80, soit 60, pardon. Fait que là, ça, c'est un peu l'ancêtre, là, les maudits woke. Les astis de... Ben oui. Eh là là là. Amusez-vous à aller lire le Index of Leading Cultural Indicator. Là, le langage utilisé là-dedans, là, vous allez voir, c'est très, très, très familier. On passe à la suivante, si tu n'as pas de questions. Dans les années 2000, hein, c'est là, le retour des républicains au pouvoir. Bush 2000, a vote for our future. Ça, je veux juste porter votre attention, la façon dont tu peux tout de suite savoir qu'un produit manufacturé provient du début des années, fin des années 90, début des années 2000. Ça a tout le temps l'air de ça. Suite aux attentats du 11 septembre 2001, le Heritage Foundation a soutenu les guerres en Afghanistan et en Irak, notamment en publiant de nombreux textes contestant l'opposition à la guerre. Il a également défendu le traitement des détenus à Guantanamo Bay. Fait qu'ils sont un petit peu moins dans la machine que sous Reagan, à l'époque de W. Bush. Ils sont un petit peu plus sideline. Puis c'est vraiment comme... Ils passent comme une espèce de...
comment je peux dire ça? C'est que c'est d'autres lobbies qui se sont plus démarqués puis que George W. Bush a ramené de son bord. Moi, lui, Ils sont c'était très plus présents, mais les. c'est pas comme ce qu'on a vu tantôt puis comme ce qu'on voit en ce moment avec Trump. Ouais. Lui, c'était plus, C'est un peu me comme semble, Rumsfeld, il travaillait dans la construction, là, fait qu'ils sont allés détruire, puis après ça, il a payé des contrats pour reconstruire, là. Ouais, mais tu sais, c'était pas des idées qui venaient de la Heritage Foundation. Je La comprends. Heritage Foundation était plus ils regardaient ce que Bush faisait, puis là, ils envoyaient leur pundit à la TV, C'est puis ça, ils c'est produisaient ça, pour aller des lignes, bitcher. des choses. Ils étaient plus en réaction pour supporter plutôt que de mettre comprends. le menu sur la table. Quelqu'un me demande, Newt Gingrich est un genre de Kissinger. En fait, pas en tout. Euh, Henry Kissinger, c'est vraiment un animal conservateur différent de ce qu'il y a en ce moment. Là. C'est comme Kissinger est très evil. Là, puis moi ça donne, j'ai lu beaucoup j'ai un livre de Kissinger dans ma bibliothèque, là, notamment sur la guerre nucléaire. Le gars, souvent on va associer Kissinger à comme quelque chose de péjoratif provenant des républicains conservateurs. Mais Kissinger, c'est comme pas pantoute dans le même genre que Trump, puis ce genre de monde-là, comme le Heritage. Là, fait que, essayez pas de comparer. C'est vraiment pas le même genre. Kissinger, c'est vraiment. Le roi. Dans un de ses livres que j'ai, là, il explique comment le roi de France s'est allié avec les protestants parce que son principal ennemi, c'est les Espagnols catholiques. Puis, comme, c'est pas grave de faire des atrocités sur des catholiques. L'important, c'est la balance. C'est ça, Kissinger, c'est la balance des pouvoirs et ces choses-là. C'est plus comme machiavélique, vicieux. Là. C'est pas niaiseux. Là, comme... Ouais. Fait que. Ok, on passe à la suivante, excuse-moi. Ouais, je comprends que. Moi, aussitôt que je vois le mot Kissinger, là, je pars. Il y Je a une peux partir différence. Ça t'en fera un dossier, tu sais. Ouais, ok. On va sauter en 2000. Comme j'ai dit, là, l'époque d'Obama, le Heritage Foundation va être actif aussi, mais encore là, tu plus. Les pundits à Fox News, puis. C'est vraiment des gérants d'estrade, là. Ouais, tandis que leur premier vrai retour au pouvoir, c'est en 2016 avec Trump. Hein. Tiens, tu veux-tu nous le lire? Suite à la victoire de Trump en 2016, la Heritage Foundation a acquis une influence sur son administration. CNN rapportait en janvier 2017 qu'aucune autre institution de Washington n'a une telle empreinte sur Trump. L'une des raisons de l'influence disproportionnée de la Heritage Foundation par rapport aux autres groupes de réflexion conservateurs, selon CNN, était que ces derniers avaient des membres qui avaient critiqué Trump pendant l'élection, tandis que la Heritage Foundation le soutenait. Ben oui, voilà, tout simplement. Sauce Lorette, sycophante, Potier, 66 employés de la Fondation ont été embauchés lors du premier mandat présidentiel de Trump. Au moins 5 d'entre eux, Betsy DeVos, Mick Mulvaney, Rick Perry, Jeff Sessions, calvaire de Chris, la collection de tu sais, j'ai vu tu sais, dans Dragon Ball, là, avant qu'il se bat contre Freezer, là, sur la planète, là, il y avait le squad Geno, là, qui faisait des passes, là, de même, là, j'ai toute cette gang-là, avec Jeff Sessions, on sait qu'il est capable de chanter. Donc, voilà, Mulvaney a été là. Oui, ben oui. Eh boy, hein. OK, on le voit aller, là. Fait que, le problème, ça, c'est quelque chose que Trump s'est dit, ça va plus arriver. C'est que on se rappelle son premier mandat était très chaotique. Puis il avait pris beaucoup de monde qui venait des républicains classiques. Là. Beaucoup de monde de l'ancienne administration de W. Bush, comme comment il s'appelle John Bolton, le gars de Exxon. Je ne sais pas si tu te rappelles, là, le président de Exxon était ministre de la Défense, je pense. Ouais. Quelque chose de débile de même. Là. Mais tu sais, comme c'était du monde de l'establishment classique républicain, puis eux s'étaient dit on va essayer de y mettre une camisole de force puis d'essayer de le contrôler pendant 4 ans. Puis ça allait dans toutes les directions. La plupart des trucs que Trump a voulu implanter dans son premier mandat, il n'a pas pu le faire à cause de ce chaos-là. Puis la pandémie a complètement enlevé le gaz de son affaire. Mais comme c'était très. Ça va avoir. En fait, la Heritage Foundation et toute la gang là, autour du projet 2025, c'est un peu leur moment traumatiste, c'est ça. Là. C'est que. Ils étaient dans la bâtisse, là. Ça y est, on est dans la Maison-Blanche, puis on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait faire. Ouais, ils n'ont pas été à la hauteur. Parce qu'on n'avait pas de plan, il n'y avait pas de. T'es pas supposé. C'était pas.
tous ces gens-là, là, on voit la liste, là, ça n'arrêtait pas de se lancer des chaises dans les escaliers, de saboter un l'autre. Il y avait une espèce c'est ça, des sycophants. Fait que il y avait beaucoup de jalousie, de rivalité, des choses-là. Ça avançait pas ben. Je pense que c'est encore de même de nos jours. Je pense que c'est comme de naturel à l'entourage de Trump. Mais le point pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que le projet 2025 est en réaction à cette shot-là. OK. C'est comme, quand on va revenir, là, on va pas la manquer, notre affaire. Passe à la suivante. Boy. Fait que là, ils se sont dit, on va Tadam! mettre ça sur papier tout de suite. esti. Ouais. Fait que, quelle est la première affaire que tu remarques à part 2025, Tommy? C'est son vrai titre. Mandate for Leadership, un mandat pour la promesse conservatrice. On a vu ça il y a pas longtemps, hein? Mandate for Leadership? Moi, je Ouais. vais chercher ma slide de Reagan. Oups. En fait, c'est le vrai titre du document, là. C'est Mandate for Leadership. C'est le même titre que je vous ai montré tantôt là, la slide numéro 25. Là. C'est ça, ouais. C'est la Tu même peux titre, ça. c'est le Mandate for Leadership. Tu vois, ils ont... Tu sais, quand je te dis l'histoire se répète, là. Ouais. Ben, surtout que c'est les Ok. mêmes personnes, là, fait qu'ils ont C'est le juste même monde. ramené- Ben, c'est pas ça. exactement le même monde, là, mais c'est la même organisation, C'est c'est ça. dans la même continuité. Sur lui de 2025, Tommy, je voudrais juste que tu nous dises en haut à gauche, je sais pas si ça, by the way, cherchez-le pas sur Google. C'est la Wayback Ben, Machine. oui, tu peux, là, mais je veux dire, le site web du projet 2025, aussitôt que l'élection est finie, ils ont crissé ça au vidange. Fait que ça, c'est des activistes anti-Trump qui ont sauvegardé les affaires. Dans ce cas-ci, il est sur Internet Archive. Thanks God Internet Archive. S'il y a encore quelque chose de bon sur Internet, ça, c'en est un. Fait que, tu sais, je vais vous le mettre dans le chatroom si vous voulez aller le lire. Tiens, Tommy, je sais pas si tu peux le domper dans le... Parce que j'ai pas mon Twitch ouvert. Tiens, si tu peux me foutre ce lien-là. Si du monde va aller le voir, lis-nous le nombre de pages en haut à gauche. Là, ils veulent que... Attends un peu. Il y a 2080 captures, c'est ça? Non. C'est 900... Ben, c'est 900... Ah, ici, là. Non, mais si tu regardes juste en haut dans le gros 20 bleu, là, il est juste écrit au-dessus, là, Ouais. le gros 2, là. Non, à droite. Va à droite. Ah, 922, ok. Désolé, je suis pas... C'est 922 pages de recommandations. Ah, il faut que Je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu. J'ai pas de prétention d'avoir lu ça. Ah, Il y ça a a des l'air journalistes plate. qui l'ont fait. Ça Ah, là, a c'est l'air terrible. plate. C'est surtout horrible. On va le voir, là. On va s'amuser à checker des résumés, là. Ouais. C'est vraiment... C'est 900 pages de scie mécanique, là, comme le gars d'Argentine, là. Ouais. C'est c'est vraiment intense. OK. Envoyez-nous ça. On va aller voir des résumés. Envoyez-nous ça à 60. OK. Fait que, tu vois, le projet 2025, piloté par le Heritage Foundation, l'un des plus anciens et des plus influents groupes de réflexion conservateurs de Washington. Elle n'agit pas seule. Une dizaine de groupes de droite et d'organisations proches de Trump participent à cette initiative. Fait que là, je les ai nommés tantôt. Là. Ouais. Ça, c'est la première slide là, que je l'avais fait. C'est pour ça que ça se répète un peu. Là. Je l'avais fait avant l'autre slide que je trouve qui est mieux finalement. En 2016, le mouvement à l'origine de ce projet s'inspire largement des leçons du premier mandat. En 2016, Trump est entré à la Maison-Blanche sans plan précis pour contrôler la... Dans le fond, l'objectif premier du projet 2025, c'est imaginez un cowboy sur un taureau. Tu sais, comment on appelle ça, un rodéo, là? Ouais. Puis là, dans le fond, le rodéo, là, c'est tout ce que... Moi, j'aime à dire, là, c'est tout le common sense, là, puis... Dans le fond, c'est le gouvernement américain là, puis qui veut pas que quelqu'un comme Trump le contrôle. Fait que il va brasser. Là. Ouais. Puis le projet 2025, c'est comment on reste assis dessus. Je comprends. C'est ça, dans le fond.
Des postes clés sont restés vacants. La résistance de l'État profond au sein du gouvernement a entravé son programme et une grande partie de ses objectifs ont été retardés, bloqués ou édulcorés. La motivation principale du projet 2025 est simple. Les alliés de Trump et de nombreux membres du mouvement conservateur au sens large pensent qu'une bureaucratie libérale permanente à Washington, souvent appelée État profond, va bloquer toute réforme conservatrice sérieuse à moins d'être fondamentalement démantelée. Ça, c'est l'objectif de la patente. C'est pas mal comme ça qu'on comprenait la chose, je pense. Oui, je le confirme. Je le Ouais. confirme. On passe à la suivante. Fait que là, tu vois, là, on va aller voir les éléments principaux. Hein. Tu vois, là, les éléments clés, là, c'est plusieurs pages, là, mais on les résume ici en petits paragraphes. Purger la fonction publique, l'une des mesures les plus radicales du projet 2025, et la réactivation de l'annexe F, une disposition légale créée durant le premier mandat de Trump qui permet au président de licencier des milliers de fonctionnaires fédéraux de carrière et de les remplacer par des personnes politiquement fidèles. La fonction publique fédérale a été conçue pour être apolitique et professionnelle afin d'empêcher les présidents de renommer leurs partisans à la tête des agences. Le projet 2025 vise à détruire ce modèle et à créer un pouvoir exécutif entièrement dévoué au président. Puis ça, c'est pas caché, c'est pas comme une manœuvre là, subtile, whatever. Là, c'est écrit en français. Là. Je veux dire, c'est que tu retrouves ces thèmes-là dans le document. Là. Contrôler le système judiciaire. Le premier mandat de Trump a été de montrer l'impact durable des nominations judiciaires. Trump a nommé 3 juges à la Cour suprême et des centaines de juges fédéraux qui façonneront le droit américain pour toute une génération. Le projet 2025 vise à accélérer ce processus en pourvoyant autant de postes judiciaires vacants que possible avec des conservateurs intransigeants. Ces juges ne pourront être destitués ni par des futurs présidents ni par le Congrès. Une fois nommés, ils sont là jusqu'à temps qu'ils meurent. Là, Ouais. c'est ça, ou qu'ils prennent leur retraite. Là. Fait que c'est d'essayer d'en mettre le plus possible. Là, puis là, il y a comme plusieurs mesures là, pour comme bouger des postes, des affaires comme ça, des budgets. Passe à la suivante. Fait que c'est contrôler les bureaucrates, les juges, démanteler les programmes gouvernementaux en entier au lieu de simplement abroger des règlements de l'ère Obama ou Biden. Le projet 2025 propose le démantèlement complet des services et des programmes. Il donne quelques exemples. La suppression du bureau de l'Agence de protection de l'environnement. Ça, by the way, ça n'existe plus. C'est que bye-bye. Abandon des initiatives DEI, si on a vu, ça a déjà été fait. Réduction des financements alloués aux efforts fédéraux de prévention de la violence armée, ça a été fait. Démantèlement des principales unités chargées de l'application des droits civiques. Si ces programmes ne sont pas simplement affaiblis, mais purement et simplement abolis, leur établissement nécessiterait de nouveaux financements et une nouvelle législation du Congrès. Fait que, en faisant de la façon qu'eux le proposent, ben, tu t'en débarrasses une bonne fois pour toutes. Il faut tout rebâtir après, là, si jamais les démocrates reprennent le pouvoir. La slide suivante. Et là. Voilà, c'est remodeler la culture par la communication gouvernementale au-delà de la bureaucratie du droit. Le projet s'attaque à la culture américaine elle-même. Il propose une refonte des programmes scolaires et des normes fédérales d'éducation afin de refléter une vision nationaliste et traditionnaliste de l'histoire des États-Unis. Ça, on le voit beaucoup là, en ce moment. Là, il y a beaucoup... on retire beaucoup de textes sur des leaders des mouvements civiques afro-américains notamment. On a vu récemment un truc semblable, là, c'était dans un musée militaire. Là. L'histoire m'échappe un peu, là, mais tu sais qu'ils ont enlevé là, plusieurs références comme ça. Là. Dans le fond, c'est réécrire l'histoire. Là, on va rétablir là, les noms sur les bases militaires. On ramène les vieux noms qui étaient associés au général confédéré. Tu vois, la promotion des valeurs chrétiennes conservatrices par le biais de politiques publiques, l'utilisation des agences fédérales pour combattre activement les mouvements LGBTQ+, combattre l'activisme environnemental. L'objectif est de créer un changement culturel et durable et non de simples victoires éphémères. Hey, hein? Ben ouais, si on passe à la prochaine. Puis j'ai pas de... Ça a l'air grim, là, mais je suis désolé, j'ai pas de... Ben non, on a un résumé, c'était ça qu'on voulait. Là, on constate. Ouais. Ça se passe en ce moment. Puis on voit refonte aussi, des règles électorales et du contrôle fédéral, ça c'est le truc le plus dangereux. Vise à transférer davantage le contrôle des élections aux États et à affaiblir le contrôle fédéral des droits de vote et d'intégrité des élections. Ben oui. C'est rendre plus difficile pour les futurs présidents démocrates de protéger l'accès au vote par le biais du ministère de la Justice. Ça, je vous renvoie à la fameuse élection volée de Trump. Hein?
en janvier 2020, là, où tous ces recomptages judiciaires se sont fait jeter aux poubelles parce que comme ils étaient pas, c'était basé sur rien, ben là, on va essayer de créer des affaires pour plus que ça arrive. Tu sais. Permettre aux responsables républicains au niveau des États d'influencer les procédures électorales à leur avantage. Notamment, là, je ne sais pas si vous avez suivi ça un peu, là, mais le Texas a commencé à se doter de plus de sièges au Congrès. Puis, heureusement, c'est une façon de fight back, mais en même temps, c'est comme de la triche, là, mais c'est que Gavin Newsom, le gouverneur de la Californie, a fait un référendum pour augmenter, redécouper la carte de la Californie pour augmenter son nombre de sièges égal au Texas. Fait que là, une fois que tu commences à faire ça, c'est que tous les États vont se mettre à faire ça va être... c'est la norme politique, là, la norme... Comment je peux dire ça? C'est d'abuser. C'est comme si tu prends pas les paradis fiscaux quand t'es dans une économie, t'es niaiseux de pas le faire. Là, c'est le standard de Trump. Là. Mais c'est ça. Ça fait comme une course. Là, comme là, tout le monde se met à le faire, puis ça détruit les normes. Passe à la suivante. Il va mettre 11 juges dans la Cour suprême, l'autre va en mettre 36, puis après ça, il y en a 4000. Puis... Tu vois, là, on nous donne quelques petits exemples. Là. Ça, je trouve que c'est des bons. Ça, c'est des pamphlets politiques. Là. Ça résume, là, ça rend plus. Tu vois, c'est le projet 2025 proposait de déployer des troupes le long de la frontière. Puis c'est exactement ce que Trump a fait. Dire que le gouvernement fédéral, il y a seulement 2 genres. C'est exactement ce que Trump a fait. Je veux dire, c'est ce qui est à gauche, c'était dans le document. Là. Rétablir la peine de mort le plus possible. Là, il y a beaucoup. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas encore été beaucoup accompli, là, mais tu as beaucoup de. Dans les dernières années, il y avait eu beaucoup de mouvements c'est au niveau des États qu'il y a les peines de mort. Ouais. Que ça avait été rollback dans plusieurs États, là, mais là, on commence à revoir. Là, non, finalement, il faudrait rétablir ça. Enlever les États-Unis de l'Agence mondiale de la santé, ça, c'est déjà fait. Merci, bonsoir. S'enlever de l'accord sur le climat de Paris, c'est déjà fait. Augmenter le drilling en Alaska. Ça, je ne sais pas si c'est fait, mais je sais que ça se parle. C'est fait. C'est en train de se faire. Là. C'est la semaine que c'est fait. Là. Ils vont driller offshore dans le Pacifique aussi. Là. Puis, sinon, après ça, dans le truc, si vous voulez y aller plus en détail granulé, là, je vais vous suggérer un site web, la prochaine slide. T'as un magnifique site web, là. Tu sais, Tommy, je l'ai souvent mentionné dans nos shows du mois de novembre, une affaire que je vais donner aux Américains, là. Ils sont transparents. Quand ils font des affaires que tu veux des données, il n'y a aucun autre pays qui est capable de les battre. Ça, by the way, Project 2025 Tracker, c'est pas du gouvernement, là, c'est un projet, c'est une initiative privée, mais vous pouvez cliquer sur chaque affaire, là, puis dans le fond, il track, il fait le suivi de qu'est-ce qui a été appliqué du projet 2025. Ça, c'est, by the way, c'est tenu par des opposants au projet. Là. Ça permet de suivre en temps réel qu'est-ce qui est en train de se passer. Vous pouvez leur faire des donations en haut. Fait que, tu sais, comme, on est à la moitié en ce moment. Puis ça fait juste 11 mois qu'il est au pouvoir. C'est donc bien Christy Klein. C'est une gang de bigots bourgeois, de fâchés cristaux-fachos qui sont en train de décider tout pour le pays, puis le monde, c'est la liberté. C'est incroyable. La liberté. Fait que, ouais. Sinon, une dernière chose. Ah oui, tiens, passe à la prochaine. On va aller voir le... Attends. Linou, ça c'est le 55. Excuse-moi, Tommy. Excuse-moi. Va me chercher le 55 avant qu'on fasse celle-là. Je vois que j'ai été plus vite que je pensais que j'allais être. Un petit peu. Va chercher le 55. Ouais. C'est que moi j'ai delete à mesure quand on passe. Puis là, Ah, pour vrai? Je devrais pas faire ça. Ben là, regardez. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. OK. Mais là, ici, tu peux zoomer ça, c'est un article que je vous invite à aller chercher si vous voulez partager à des gens. Tu sais, quelqu'un vous dit, c'est quoi le projet 2025? C'est français, by the way, là, c'est l'article, pas le projet 2025. L'Observatoire des multinationales. Projet 2025 ou comment la droite américaine imagine une seconde présidence Trump. Donc, c'est un excellent résumé. Ça a été fait au mois de novembre, juste avant que... en fait, c'est la journée que Trump a été élu. Là. Ouais. Je vais vous lire le premier, le gars. Le projet 2025 est un document de 900 pages porté par le Heritage Foundation. Se veut un programme clé en main
pour un éventuel second mandat de Donald Trump. Les propositions extrémistes en matière de migration, de climat, de droits sexuels y côtoient des mesures taillées pour les intérêts de certaines industries, devenues un épouvantail brandi par les démocrates durant la campagne. Le document n'en révèle pas moins ce que pense et ce que veut une grande partie de la droite américaine aujourd'hui, et surtout, en fait, là, de ce que Trump veut accomplir là, au pouvoir. Sinon, ben, comme je vous invite, là, vous irez lire ça à tête reposée. C'est quand même long. Là. C'est un long texte. Il donne beaucoup d'exemples de qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui est proposé dans le truc. Puis en lisant cet article-là, vous allez vous rendre compte que oh shit, ça a déjà été fait. T'sais. Ouais, ça va vite. Là. Ouais, ok, va sur Kevin Roberts qu'on voyait tantôt. Kevin Roberts, c'est le président de la Heritage Foundation actuellement. Là. Et c'est une des shots que les journalistes ont su que Trump s'était comme rapproché de nouveau de Heritage Foundation, c'est que les deux ont été vus ensemble prendre l'avion en 2023 là, dans le jet privé de je ne sais plus lequel des deux. Là. Okay. Puis après ça, ils ont été ensemble faire une espèce de discours là, devant un paquet d'autres, paquet de monsieur riches conservateurs. C'est vraiment là que le projet 2025 s'est mis en place. Là, ce qu'on a ici, ça date de 31 octobre, hein, la journée de l'Halloween. Fait que là, ce qui s'est passé, c'est que pendant le mois d'octobre, Tucker Carlson, hein, qu'on connaît bien, là, l'ancien pundit, l'ancien animateur de Fox News, là, qui s'est comme recyclé dans l'encore plus extrémiste et a son propre podcast à cette heure sur X. Il avait reçu Nick Fuentes, qui était... Nick Fuentes, ceux qui ne le connaissent pas, vous allez devoir le connaître parce que c'est vraiment l'étoile montante. C'est celui qui avait dit « Your body, my choice forever ». Your body, my choice. Il a aussi dit que les Juifs, il fallait se débarrasser des Juifs. Il a dit ça ouvertement, là, puis on continue à l'inviter partout. Et... Comme, en tout cas, fait que Tucker, il a ouvert une tribune, puis c'était la première fois que Nick Fuentes avait accès à un aussi gros auditoire d'un coup. Ouais. Puis Nick Fuentes, c'est un genre de... Comment je peux dire ça? C'est le Yann Rojdi de la droite américaine. Ouais, c'est bien dit. Ouais. C'est vraiment ça qui me fait tout le temps penser. Là. Il a l'air vraiment d'un... En tout cas. Puis... C'est le prince des incels. Sa gang s'appelle les Draper. C'est vraiment ça, le prince des incels. Lui, il est fier. Il a déjà dit que d'avoir du sexe avec une femme, c'était gay parce qu'il y avait un homme bandé dans la place. Fait que c'est incompréhensible. Là, Incompréhensible. Puis, là, ce qu'ils se sont rendus compte, en fait, c'est que les journalistes se sont mis à fouiller, puis qu'il y avait plusieurs personnes à la des jeunes staffers, des jeunes stagiaires là, à la Heritage Foundation qui tripaient sur Nick Fuentes. Puis là, comme ils ont pressé Kevin Roberts là, de faire comme hey, qu'est-ce qui se passe chez vous? C'est vrai que ton staff, comme le Heritage Foundation, vous autres les vieux nostalgiques de Reagan, puis comme là, on va-tu avoir le mandate for leadership mené par des fans de Nick Fuentes, là, tu sais. Ouais. Puis je peux pas... Je veux vraiment souligner à quel point, à l'automne 2025, Nick Fuentes est en train de devenir populaire. C'est incroyable. Il se fait inviter vraiment partout. Là. Il n'y a jamais eu autant de followers que maintenant. Incroyable. Il était un adversaire de... Il aimait vraiment pas de Charlie Kirk. Parce que... Oui, puis là, ils ont commencé les conspirationnistes, ils disent que Charlie Kirk s'est fait assassiner par des fans de Nick Fuentes. Tu sais, tout ce genre de trucs débiles-là, de discours. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, puis là, Kevin Roberts est obligé de faire une espèce de sortie là, où il ménage le chèvre et le chou, puis il s'est fait, en fait, caler. Parce que là, il a comme minimisé l'affaire, tu sais. Tu sais, genre, mais là, il faut accepter. Tu sais, il y a des affaires qui disent que je suis pas d'accord, mais tu sais, il faut respecter les blablabla, liberté d'expression. Puis il s'est fait vraiment rentrer dedans par Ben Shapiro. Ben Shapiro, qui est un juif. Ben oui. Tu sais, un juif républicain. Il y a des gens qui disent qu'il est contre Trump. Moi, j'adhère pas à ça partout parce qu'il chiale contre Trump pendant toute l'année. Puis quand arrive le moment de voter, ils disent aux gens de voter pour Trump. C'est ça. Fait que là, il y a, tu sais, je t'avais mentionné au début du show qu'il commence à y avoir une guerre des croûtes.
Ouais. Fait au sein de ce milieu-là, de la Heritage Foundation, puis de ce qui orbite autour, là, il commence vraiment à y avoir une espèce de guerre des croûtes, là, où une espèce de guerre civile entre ceux qui se réclament là, d'une espèce de renouveau jeunesse du Parti républicain avec des idées comme Alanic Fuentes. Sont minoritaires en ce moment-là, mais ça brasse. Puis du monde comme Kevin Roberts, puis ça qui essaie de remettre le couvert sur la marmite. Et il appelle ça le Heritage Foundation Civil War. Là. Si vous googlez, vous allez trouver des articles à propos de ça. Fait que, tu sais, ça a brassé. On mentionnait comment c'était chaotique, Trump, dans son premier mandat. Là. On a un autre exemple là, de maintenant. Là. Qu'est-ce que j'avais après ça? Hey, hein? C'est assez Ah oui, c'est ça, Gab. particulier, Mets-nous le prochain. Tu vois, il y a déjà eu des démissions là, qui ont commencé. Tu as déjà des articles. Là. Ça date de 17 novembre, la semaine passée. La semaine passée, tu as un board member sur le conseil d'administration qui a remis sa démission parce que comme le Heritage Foundation n'a pas été assez critique envers Tucker puis Nick Fuentes, puis comme tu vois que ça... comment tu appelles ça? T'as mis la guerre des croûtes, là. Ouais. Si tu veux nous ressortir la définition, là. Ben, Je trouve que c'est un bon exemple. C'est que quand c'est les émotions qui sont l'argument final. Mettons, tu te bats avec quelqu'un contre les chemtrails, puis là, à un moment donné, tu dis, hey, vite, faut que tu viennes qu'on se batte contre les enfants kidnappés dans les tunnels. Mais là, il dit, ben non, ça c'est niaiseux, les enfants dans les tunnels. Ben là, ça devient une guerre des croûtes, parce que toi, t'es convaincu qu'il y en a des enfants dans les tunnels, fait que l'autre devient de l'opposition contrôlée qui veut pas t'aider. Peut-être qu'il était même pas là pour t'aider pour vrai contre les chemtrails, parce qu'il croit pas, il est pas peu, il croit le gouvernement sur des affaires. Ah boy. Fait que j'ai aucune idée où tout ça s'en va. Je voulais vous faire comme une espèce d'exposé. C'est quoi le projet 2025? Ça vient de où surtout? Tu sais, comme je l'ai dit, on a déjà vu ça. Ouais. On voit comment ils sont bien implantés. Ouais. Et je veux dire, tu sais, comme c'est le cookbook, hein, comme on dit. Ouais. Fait que je pense que je vais fermer cette parenthèse-là. Tu veux-tu qu'on saute sur l'Ukraine? Let's go. Let's go? OK. Tu vas nous mettre. Ouais, mais tu es capable de nous mettre cette vidéo-là en loop pour que je parle par-dessus? Oui. C'est quelque chose que tu es capable de faire? Mais pas de son, j'ai pas besoin de son. OK. Je veux juste le visuel. Ouais. J'ai écouté ça hier, là, ça m'a fessé comme une brique. C'est un nouveau documentaire qui est sorti, c'est 2000 Meters to Andrivka. Et là, ce qu'on voit, là, c'est les fameuses lisières dans l'est de l'Ukraine. C'est ce qui est beaucoup discuté dans les médias en ce moment. Quand on le dit, là, Trump, il dit là, les Ukrainiens ils devraient abandonner les territoires là, pour avoir enfin la paix. Puis là, les Ukrainiens ils disent ils vont pas arrêter ça. Non, ils vont en vouloir d'autres si on lui donne. Il veut juste reprendre son souffle puis continuer. Mais nous, on veut garder ça parce que comme on aime mieux se battre là que se battre dans nos villes en arrière de nous autres. Ben oui, c'est logique. Puis c'est ça. Si écoute, check-moi la qualité d'image aussi là-dessus. Là, c'est comme. C'est à la fois monstrueux, effrayant et fascinant. Tu vois tous les trous d'obus, là, puis ces affaires-là, puis tu vois les tranchées, les carcasses. C'est une guerre comme. Il y a pas de. Je me rappelle il y a 2 ans ici, je disais ça ressemble à la Première Guerre mondiale. Là, ouais, dans les tranchées. C'est autre chose. C'est vraiment autre chose avec les drones. Les robots, là, c'est rempli de drones. On a passé le 1 million de Russes morts. Là, Ouais, ben, c'est difficile à calculer, mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Là. Es-tu capable d'aller nous chercher, je veux mentionner, parce que là, ce que tu veux nous amener, c'est sur du Alexis qui parle de l'Ukraine, c'est ça? Oui, après ça, on va avoir une vidéo Kiev, la chute d'Alexis. Sais-tu, il date de quand, la vidéo? De mercredi passé. Ah boy! Ok, ouais, ok, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais faire. Je sais pas si tu es capable, sans perdre ce chouette vidéo là, que j'aime bien le mettre. Si vous voulez voir ce documentaire-là en gros écran, c'est le poster que j'ai mis juste après, Tommy, là, c'est l'image suivante. Je sais pas si tu peux le mettre dans un coin ou quelque chose. Parce que je veux juste revoir sur quel cinéma il est.
Il va passer, en fait, là, il a gagné à Sundance, puis il passe le. Ah oui, c'est ça, regarde, tu vois. Le 1er décembre à Montréal, 7h30, c'est au cinéma Le Musée. Ça, c'est le cinéma qui est juste en face du Musée des Beaux-Arts, station Guy Concordia. Moi, tu sais, le documentaire, si vous n'êtes pas à Montréal, le documentaire est sur YouTube. Si vous n'êtes pas quelqu'un de cinéma comme Tommy, allez checker sur YouTube. Mais si vous voulez rencontrer des Ukrainiens, moi je pense que la salle elle va être pactée d'Ukrainiens qui habitent à Montréal. Et ce documentaire-là fait vraiment beaucoup jaser en ce moment. C'est Il a une heure gagné et à demie. Sundance. C'est big, Sundance, c'est pas rien. Oh, non, non, c'est incroyable. Moi, je l'ai écouté hier, puis je veux déjà la regarder une deuxième fois parce qu'il y a des affaires que j'ai pas compris. Mais dans le fond, c'est un journaliste qui suit des soldats dans la forêt qu'on voit sur le vidéo que je vous ai mis à l'écran, là, qui est en fait, j'ai tiré cet extrait-là du film. C'est un film qui est à la fois, c'est ça que je dis, là, c'est magnifiquement fait. Mais je trouve que c'est un excellent exemple qui montre c'est quoi la guerre en Ukraine. Puis, à part que peut-être le fait que ça a été fait l'année passée, fait qu'il n'y a pas assez de drones par rapport à ce que c'est dans la réalité en ce moment. Mais c'est vraiment incroyable. Moi, j'avais la gueule à terre en écoutant ça hier. Fait que si tu vas nous chercher, on va se préparer pour Alexis, hein. Si tu vas nous chercher le 102, Ouais, ça a pas bougé ben ben. Hein. ça a bougé, mais ça bouge pas beaucoup. Ça se contredit un peu. Attends, je vais t'envoyer. J'en ai une meilleure que ça. Garde-la à l'écran, celle-là. Là. Je sais pas si. Tiens, va la chercher dans le Messenger. On va la mettre tantôt aussi. Fait que le front. Ouais, va chercher la nouvelle que je t'ai envoyée. Là, dans le fond, là, c'est que si tu regardes cette image-là, ouais, tu vois là, ça, ce que tu vois là, en rouge, c'est en 3 étapes, c'est de 2024, février 2024 à ce mois-ci 2025, la carte rouge. C'est un zoom, en fait, sur une petite zone qui est sur ma carte verte là, 2025. C'est la bataille de Pokrovsk que j'avais parlé la dernière fois que je suis venu. C'est exactement là. Merci, Tommy. Écoute, t'es rendu bon en géographie, Tommy. Fait que c'est surtout là que les combats ont eu lieu cet été puis cet automne. Puis c'est surtout là que ça se passe. C'est là que les Russes mettent le paquet. Puis la raison pourquoi ils mettent le paquet là, c'est que c'est une zone qui est bien défendable. C'est une zone qui est un peu surélevée par rapport à tout ce qui est à droite. Et ramène-moi l'image rouge. Dans le fond, tu as comme une chaîne de villes là, et d'axes de route, puis ces choses-là. Puis on voit les différents, si vous voyez les différentes couleurs, là, c'est différentes étapes que l'armée russe a avancées. Et pour ça, ils ont perdu plus que 100 000 hommes. Et le total, là, cette fois, c'est 39 km. 39 km, là, c'est, mettons, là, tu pars de Montréal, tu t'en vas à Saint-Hyacinthe, là. Je pense Montréal-Saint-Hyacinthe, corrigez-moi si je me trompe, c'est 60 km. C'est pas long, là. C'est Ouais, pas non, une c'est longue pas loin. longueur. Ouais, ouais. C'est pas. Hey, puis Puis, tous ces puis ça, c'est morts-là, de. c'est Ouais. pas mal. Puis si tu regardes à droite, tu vois, c'est écrit Donetsk en foncé, là. Ça c'est le point de départ de l'armée russe. C'est ce qui est occupé depuis 2014. Fait que, tu sais, dans les fameuses avancées russes, ils ont avancé de 39 km en un an. Le problème, c'est qu'ils ne prennent pas du territoire. Le problème, c'est que c'est du monde qui meurt. Puis là, ça amène un intéressant débat. Qu'est-ce qui est important? C'est-tu ton territoire pour défendre ce qui est en arrière où ton monde habite, ou c'est de préserver ton monde, fait que là, tu vas les faire reculer pour essayer d'en sauvegarder le plus possible. Tu sais, as des gros débats chez les castes militaires dans différents pays en ce moment qui étudient ça, puis au sein même de la société ukrainienne. Le documentaire que je vous ai montré, c'est exactement de ça qu'il parle. C'est dans le titre, là, 2000 mètres jusqu'à Advirka. Dans le fond, c'est parce que dans le documentaire, il avance juste de 2000. C'est une contre-offensive ukrainienne. Ils réussissent juste à avancer de 2000 mètres. Puis à la fin, ils se disent est-ce que tout l'effort qu'on a fait, ça l'a changé de quoi? Ouais. C'est ça la question qui soulève. C'est pas un film anti-ukrainien, by the way. C'est vraiment c'est un film qui regarde la guerre froidement, puis puis tu sais, à un moment donné, il y en a un qui dit, dans le documentaire, moi ça m'a frappé, il y a un gars qui dit, juste, tu sais, c'est une conversation casual, là, il dit, t'es de où toi? Il dit, ah, moi je suis de Pokrovsk.
Puis si on perd ici aujourd'hui, tu sais, le documentaire a été fait il y a 1 an. Là. Il dit si on perd ici aujourd'hui, tu sais, ma famille habite à Pocroft. Mais là, on est en novembre 2025, puis Pocroft, c'est complètement rasé sous les bombes. Là. Ça n'existe plus, cette ville-là. Là. Fait que, tu sais, comme ça met tellement de perspectives. Là. Puis t'as un autre bout, là, moi, j'ai mal dormi. Là. Le gars, il dit, un autre soldat qui a notre âge à moi puis toi, Tommy. Là. Puis là, il dit, moi, ma femme est à la maison. On a 2 enfants, dont un qui est handicapé. Puis là, il dit, ça me rend beaucoup... ça me cause beaucoup de stress, comme, parce que comme elle est seule, puis il dit, puis là, c'est là qu'on voit les conditions de vie des gens, c'est pas pareil. Il se met à parler de son puits, il y a un puisard. Nous autres, on est habitués à Montréal, tu ouvres le robinet, ben oui. Ouais, puis là, il dit l'année passée, là, il faisait trop fret, on a eu des problèmes avec mon puisard, puis là, il faudrait que je trouve un temps de permission pour aller réparer ça, parce que ma femme n'a pas le temps, elle s'occupe de nos enfants handicapés. Puis plus loin dans le documentaire, le gars, il meurt, tu sais. Fait que c'est juste comme, what the fuck, man. En tout cas, vous voyez, ça fesse vraiment fort. C'est pas mal triste. Fait que, t'as tout un... Là, t'as tout un discours, puis c'est ça qu'on va voir avec Alexis, parce que c'est ça, hein, la chute de Kiev, la chute prochaine. Ben ouais, ça s'en vient. Ça dit les Ukrainiens sont en train de perdre. Mais tu sais, tu l'as soulevé aujourd'hui, Tommy, on nous dit ça depuis, depuis 2022, tu sais. Depuis 2022. Les Russes, au début, en 2022, tu te rappelles, je faisais les shows ici, ils occupaient les 3 plus grosses villes en Ukraine, Kherson, Kiev, puis Kharkiv. Ouais. Les Russes étaient aux portes de ces villes-là. Kherson était complètement occupé, on a fait un show là-dessus. Les Ukrainiens ont réussi à les jeter dehors. C'est la ville avec la grosse Assyrie, ça, me semble. Là, la grosse Assyrie, c'est Mariupol. Ça, ils l'ont perdu. Mais c'est pas dans les plus grosses villes. Ça. Les plus grosses villes, c'est vraiment Kharkiv, Kherson, puis Kiev. Même Kiev, c'est la capitale. Dans le fond, l'armée russe voulait décapiter le gouvernement au complet pour mettre leur gang à eux. Les Ukrainiens ont résisté. C'est la bataille au mois de mars. Après ça, ils ont libéré Kherson au mois de novembre. Puis Kharkiv, c'est au mois de septembre là, qu'ils ont enlevé parce qu'elle était sur le point de se faire prendre. Puis là, ils ont forcé l'armée russe à se retirer. Fait que tu sais, t'as des grandes victoires. Puis depuis ce temps-là, depuis 2023, c'est figé ben raide. C'est la carte verte. Ouais. À part des petites escarmouches comme ça, là, de 40 km, où tu as comme 100 000 soldats russes, puis mettons 50 000 soldats ukrainiens qui meurent pour ça. C'est très, très, très complexe. Plus que les slogans que nous servent les conspis. C'est ça qu'on va voir ce soir. Là, je veux qu'on aborde, là, parce que je suis sûr que c'est ça que Alexis aborde, hein, parce que ça vient de son gourou, de Trump. Va sur le 110, s'il te plaît. Il y a la semaine passée, je pense qu'il était comme zoomé. Moi, tout va bien. Ouais, tu le vois-tu bien? Moi, je sais pas si on dirait que c'est... Ok, non, c'est moi qui avais zoomé. Excuse-moi. Ouais, le Trump, il a sorti... Ben, l'administration Trump là, a sorti... Il y a 1 semaine et demie, je commence à perdre la notion du temps. Hein, il y a tellement d'événements qui se passent. Il appelait ça les 20 points pour faire la paix en Ukraine. Puis Trump, il avait dit, moi, je veux que les Ukrainiens acceptent ça avant le Thanksgiving qui est en ce moment. Là. Puis c'était, les commentateurs internationaux, les chefs d'État, ces choses-là, ils ont checké ces 20 points-là, puis ils se sont dit, ben, qu'est-ce qui est nouveau là-dedans? C'est encore ce que les Russes proposaient en 2022. T'as notamment, les conspis aiment beaucoup spinner là, que les Ukrainiens ont manqué leur chance en avril 2022. Tu avais des négociations à Istanbul à l'époque. Puis dans ces négociations-là, les Russes disaient, vous allez devoir réduire votre armée de moitié. Sinon, il n'y aura pas de cessez-le-feu. Imagine. Puis là, tu te dis, ben là, comme, tu veux que je me désarme, mais tu es en train de m'attaquer. C'est ça. Ça marche pas. Ça marche pas. Les 28 points, merci Twitch la Switch. Il est vraiment utile, Twitch la Switch. Il est tout le temps en train de me corriger, puis il a tout le temps raison, j'aime ça. Fait que c'est ça. Fait que là tu avais cette espèce de truc-là, puis qui mettait de la pression sur les Ukrainiens. Puis, je tiens à mentionner, si tu vas chercher, je sais pas si je l'avais-tu envoyé ou j'ai oublié de l'envoyer? As-tu la 48 par hasard?
La 48. Où es-tu? Non, j'ai pas de 48. Ah, d'accord. Je vais te l'envoyer parce qu'elle vaut la peine. Ce qui est important de comprendre dans ça, là, tiens, je te l'ai envoyé, je sais Ouais. pas si tu es capable de nous la mettre à Ouais, l'écran. ouais. Depuis que Trump est au pouvoir, les États-Unis ne sont plus le. Là, tu vois, là, c'est qui paye les factures en Ukraine en ce moment, là? Tu sais, puis les conspis, ils disent tout le temps, là, non, milliards, nanana. On voit que dans les 3 premières années du conflit, là, c'était pas mal, c'était comme. Le bleu, c'est l'Europe, puis le orange, c'est les États-Unis, puis le Canada est à quelque part là-dedans, mais tu sais, on est tellement minuscule que ça apparaîtrait même pas sur le tableau, là. Fait que ça, dans le fond, c'est à la fois l'aide militaire, mais aussi parce que tu sais, c'est l'aide humanitaire, l'aide fiscale, des prêts bancaires à l'Ukraine, ces choses-là. La totalité de l'aide qui est donnée, là, c'est converti en cash. Là, on voit souvent les conspires dire Zelensky s'est mis 600 millions dans les poches. C'est pas des valises d'argent qui sont envoyées en Ukraine. Ben non. C'est des matériaux, là, tu sais, c'est des affaires Des solides. tanks, Des tanks, des munitions, mais tu as aussi ben des ouais. génératrices d'électricité, tu sais, des affaires pour remplacer là, L'économie de guerre, tu sais, tout devient Ouais, plus, c'est ça. Mais tu as des affaires civiles, c'est ça que je veux dire. Tu sais, t'as littéralement là, des affaires pour tanks, réparer. peut-être Là. pour des camps, des Ouais, échelles. t'as plein d'affaires. Et Trump a vraiment fermé le robinet là-dessus dès qu'il est arrivé au pouvoir. Mais ça avait commencé avant quand il avait pris le contrôle de la Chambre des représentants. Là, je suis 2004. en tabarnak à être américain, moi. Ouais, puis ils ont vraiment coupé le robinet. Puis l'aide militaire qui continue à amener, puis ça l'a détruit une de mes certitudes que j'ai tout le temps eu dans la vie, qui vient, en fait, ça vient de. Tu sais, je vous l'ai déjà présenté, Tommy, là, le fameux speech de Eisenhower qui met en garde contre le complexe militaro-industriel. Ben oui. Parce que là, dans le fond, le deal qu'ils ont fait, c'est les Européens. Tout le matériel militaire américain, maintenant, c'est les Européens qui le payent. C'est ça la barre bleue qu'on voit là. Ouais. C'est beaucoup de stock américain. Fait que dans le fond, c'est les usines américaines, les jobs, dans le fond, qui produisent du matériel militaire qui est vendu à l'Europe, qui est transféré en Ukraine. Le complexe militaro-industriel américain. Il a pogné sa vache à lait, là, c'est l'âge d'or en ce moment. Puis le fait que maintenant, le président américain veut arrêter ce robinet-là, ça ne matche pas dans l'image que je me faisais. Ouais. D'espèce d'alliance là, entre, tu sais, comme maléfique, là, on va le complexe militaro-industriel sous Trump. Mais tu comprends ce que je veux dire, là, tu sais, comme, il se tire dans le pied, là, ça fait aucun sens. Puis tu sais, c'est juste pour rester MAGA, pour pouvoir devenir des oligarques, eux autres aussi, là, Jason. Ah oui, c'est ça. Fait que, tu sais, t'as ça qui se passe en ce moment, tu peux nous enlever ça, on revient sur l'autre affaire. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, ils savent pas comment, il y en a qui spéculent que ce serait les services de renseignement d'un pays d'Europe ou de l'Ukraine. Ils ont leaké une conversation, ça c'est ça l'article qu'on a ici. US President Steve, quand vous voyez le nom de Steve Witkoff, c'est l'émissaire de Trump auprès de Poutine. Dans le fond, c'est le gars que Trump a mandaté d'aller jaser avec Poutine pour régler la guerre en Ukraine. Puis là, ce qui est particulier de Witkoff, c'est que c'est un le gars, avant de faire ça, il était dans l'immobilier avec Trump. Il a déjà souvent été en Russie dans les années 90, là, quand tout ça avait été démantelé. Et son fils gère, tu sais, que je sais pas si tu en avais parlé, Tommy, mais Trump, il y a plusieurs cryptos, des monnaies crypto, là, ça sert à acheter, à briber. Puis tu as une de ceux-là, j'ai oublié le nom, là, mais en tout cas, tapez Witkoff Crypto. Le fils de Steve Witkoff gère une de ces monnaies-là. Puis là, ben, ça donne lieu à plein de spéculations. Est-ce que c'est par l'entremise de cette crypto-là que comme les Russes pourraient payer Trump, on ne sait pas. Mais en tout cas, ils ont leaké cette conversation-là. Puis là, si tu passes à la slide suivante de celle-ci, je nous ai fait une petite traduction rapide là, que je vais vous faire. Fait que c'est la conversation entre Witkoff et le Yuri Ushakov, qui est conseiller principal de Vladimir Poutine, là, qui est un peu l'équivalent de Witkoff, mais pour Poutine. Fait que les deux, ils se parlent, tu sais. Avant que Poutine et Trump se parlent, Witkoff et Ushakov se parlent. Puis, tu veux-tu qu'on fait une pièce de théâtre, Tommy? Bien sûr.
C'est fait comme une pièce de théâtre. Fais Witkoff, puis moi, je vais faire le russe. Avec Toi, t'es SW, là. D'accord. Yuri! Voici ce que je ferai. Voici ma recommandation. Ah oui, je vous en prie. Je passerai l'appel et je réaffirmerai simplement que vous félicitez le président pour cette réussite, que vous l'avez soutenu, que vous respectez son engagement pour la paix et que vous êtes vraiment heureux d'avoir vu cela se produire. Voilà ce que je dirais. Je pense que ce serait un excellent appel. The best appel of ever. Nobody thought an appel could be that good. Je lui ai dit que la Fédération Russie a toujours souhaité un accord de paix. Je suis convaincu. Ben oui, c'est pour ça qu'il pitch des bombes. Je l'ai dit au président, et je crois que le problème, c'est que nous avons deux nations qui ont du mal à trouver un compromis, et que lorsque, il y a une nation qui veut arrêter de se faire pitcher des bombes, puis l'autre qui veut pas arrêter. Et lorsque nous y parviendrons, nous aurons un accord de paix. Je pense que, même que nous pourrions élaborer une proposition de paix en 20 points, comme nous l'avons fait à Gaza. Nous avons élaboré un plan Trump en 20 points, axé sur la paix. Et je me dis que nous pourrions faire la même chose avec vous. Ce que je veux dire, c'est que... Ouais, mais là c'est parce que c'est un transcript d'une conversation téléphonique, là, fait que des fois ça coupe. Je vais en discuter avec mon supérieur et je vous recontacterai, d'accord? Ah oui, écoutez, ce que je dis, je voudrais juste que vous disiez peut-être à l'attention du président Poutine, car vous savez que j'ai tellement de respect pour lui. Oui. Il pourrait dire au président Trump, Steve et Yuri ont discuté d'un plan de paix en 20 points très similaire et cela pourrait faire avancer les choses. Nous sommes ouverts à ce genre de proposition afin d'explorer les conditions nécessaires à la conclusion d'un accord de paix. Personnellement, je sais qu'il faut, pour parvenir à un accord de paix, 2 points, Donetsk et peut-être un échange de territoire. Mais au lieu de parler comme ça, parlons avec plus d'optimisme, car je pense que nous allons trouver un accord. Mais je pense que Yuri, le président, me laissera la latitude nécessaire pour y parvenir. Fait que ça, j'ai juste mis un extrait, là, mais ça nous donne une idée, le ton. Là. C'est le ton, t'es censé être deux personnes sérieuses, là, puis là, ça se parle là, comme... Hey, comme dis pas qu'il se passe, Yuri, c'est le gros! Ouais, Yuri doit tellement être mort de rire, en fait. Là. Mais, tu sais, c'est vraiment... Puis là, ça a déclenché une tempête médiatique. T'as plusieurs républicains qui ont calé que fallait que Witkoff se fait congédier. Les démocrates, bien sûr, toute la gang ont réclamé ça. Là, il est vu comme une espèce de traître, là, Witkoff, à cette heure, là, parce que dans le fond, là, c'est quelqu'un qui dit là, la Russie veut la paix, puis comme s'il prépare, dans le fond, les Russes, comment ils devraient parler à Trump. Ouais. Puis aussi le fait que ça prouve que les fameuses 20 propositions, les 20 propositions que Trump brandissait comme sa proposition, ben en fait, c'est simplement qu'ils ont pris le texte qui venait des Russes, puis ils l'ont mis en anglais, puis ils ont dit que ça venait de eux, mais en réalité, ça vient de cette gang-là. Fait que tu sais, c'est vraiment... C'est pas une surprise que tout ça a été jeté au vidange, puis que les Ukrainiens ont dit on passe à un autre appel. Fait que, tu sais, on est encore une autre fois, là, tu sais, dans cette espèce de... Il y a personne qui essaye pour vrai de faire la paix. Il y a juste du monde qui essaye ben, à part peut-être les assiégés qui aimeraient ça parler pour vrai avec du monde sérieux qui aurait l'intention d'eux. Non, mais c'est ça. Mais je pense que tous les Ukrainiens veulent une fin du conflit, mais visiblement, les Russes en veulent pas, tu sais, parce que c'est pas... Les conditions qu'ils mettent sont inacceptables. C'est ça. Les Ukrainiens savent que s'ils acceptent ça, parce qu'un des points, c'est notamment de se retirer des zones que je parlais, qui sont leurs zones de défense. Ouais. Tu sais, comme ils seraient dans une position encore pire s'ils faisaient ça qu'ils sont actuellement. Là. Parce qu'après ça, les Russes vont juste continuer la guerre, puis là, les Ukrainiens se sont sortis de leur position de défense. Fait que je t'invite à aller à la 114. Celle-là, ça m'a fait vraiment rire, parce que bien sûr, sans surprise, tous les porteurs d'eau. Tous les porteurs d'eau sont sortis pour... les leprechauns. Hein? Les leprechauns. Les leprechauns sont tous sortis pour supporter... On veut notre or. Les 20 points de Trump. Puis moi, ce que je trouve vraiment drôle, c'est que ça fait longtemps que je sais que Glenn Greenwald est pro-russe. Là. Ça date de ces années qu'il allait au show de Tucker Carlson. Mais ce que je trouve vraiment drôle, parce que là, tu vois, là, il condamne les gens qui ont leaké la conversation
parce qu'il dit là, ça l'a empêché la paix, là, parce que là, tu sais, comme on était sur le point d'avoir un truc de paix oui, là, à ben cause oui. des gens qui ont leaké. Mais je trouve ça vraiment drôle parce que sais-tu comment Glenn Greenwald s'est fait connaître, Tommy, tu te rappelles-tu? Ben ça, il était dans un show, puis il avait leaké, il avait fait leaker, voyons, là. Glenn Greenwald est le journaliste qui avait leaké les affaires de Edward Snowden, là, C'est la ça, NSA. c'est ça, le prisme, là, me semble, à l'époque. Ouais. C'est ça, Fait, ouais, que- ouais. fait que le leaker veut pas qu'on leak quand ça fait pas son Ça affaire. fait pas son Je trouvais affaire. ça très Puis marrant. j'aime ça aussi que, check, il y a un petit shout-out à Michael Flynn ici. Ah, Michael Flynn, ben oui, qui est ils sont- le sont gars de tellement QAnon, connus. sa sauce totale de over the top, là, de traître à la Fait que nation. Hein, bon. je pense que je nous ai assez préparé nos coussins mentaux pour qu'on peut se lancer dans le. Mais hein, merci beaucoup, Jason. C'était vraiment Moi, je reste avec sympathique. toi, là, on regarde ça ensemble. Ouais, oui, on va se faire une petite pause, là, ça termine quand même le dossier Jason Ouais. Selected. De l'autre côté, on va avoir un Alexis, il y en a deux. Je vais tout de suite aller partir le vote. C'est un Alexis cette fois-ci qui dure 44 minutes. Ça s'appelle Allons-y. Kiev la chute. Merci beaucoup, Jason. On invite les gens à te suivre sur Twitter, tu es encore là, sur Facebook. Facile à trouver, le Jason Keys. Gênez-vous pas si vous avez des questions. Restez civils. Merci, Jason. Une petite pause. De l'autre côté, c'est Alexis.